réchauffement climatique. Climate change. cambiamenti climatici, 因为应对气候变化。 Cambio climatico. There is no planet B. Cela fait 166 ans que l'on connaît le lien entre réchauffement climatique et CO2. Évidemment, quand la scientifique Eunice Foote découvre cette causalité en 1856, le degré de confiance n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Les connaissances étaient encore très lacunaires et loin d'être répandues. Néanmoins, ça fait quelques décennies déjà qu'il y a un consensus scientifique pour dire que plus on laissera de ressources fossiles sous terre, mieux on se portera. Et pourtant, l'humanité n'en a jamais autant émis que dans les 10 dernières années. Pourquoi certaines personnes sont encore indifférentes, voire carrément dans le déni ? Il semblerait que les faits ne suffisent pas. Dès lors, la question se pose, comment convaincre les gens de l'urgence ? C'est celle que j'ai posée à Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du groupe 1 du GIEC. Vous écoutez Échange climatique, épisode 28, comment parler du climat au grand public. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Juste avant de parler de communication, je voudrais avoir votre avis sur une question. Grâce aux travaux des climatologues et des membres du GIEC, on a une vision assez précise du climat du futur. Et pourtant, on consomme de plus en plus de ressources fossiles. Alors certes, ce serait peut-être encore pire si personne n'avait démontré le lien entre réchauffement climatique et activité humaine, mais tout de même, on est très loin de faire ce qu'il faudrait. Il y a deux hypothèses qui s'opposent souvent dans le débat public pour expliquer la raison à cela. La première, c'est celle qui est incarnée par cette phrase « 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ». Et la deuxième, on pourrait la résumer par cette phrase de Coluche « Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus ». Donc on a ce clivage entre c'est la faute des entreprises ou c'est la faute des individus. Où est-ce que vous placez le curseur ou est-ce que vous voyez les choses encore différemment ? Alors je vais commencer en disant que dans les récents rapports du GIEC, ce qu'on voit, c'est une action pour le climat qui monte en puissance. C'est une évaluation que les scénarios de très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies sont considérés comme moins plausibles, mais pas exclus. Et que les trajectoires correspondant aux politiques publiques actuellement mises en œuvre, ça conduirait à dépasser 1,5 degré autour des prochains 20 ans, 2 degrés autour de 2050, de 2,5 degrés à 3 en fin de siècle, sur la réponse médiane du climat. On regarde pas, on regarde juste le côté entre guillemets le plus probable. On peut pas exclure davantage. Donc c'est là où on en est. Il y a déjà une trentaine de pays qui ont atteint un pic et une baisse, mais lente. Et on a aussi des leviers d'action pour, par exemple, produire de l'électricité bas carbone à un coût abordable par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, ou bien, donc en particulier avec les énergies renouvelables, ou bien décarboner les transports. Les véhicules électriques vont être compétitifs par rapport aux véhicules thermiques très rapidement, en fait, sur l'ensemble de leurs coûts, sur leur durée de vie, sans parler des choses légères, mobilité à vélo électrique ou autre. Donc ça, c'est important parce que l'espèce de petite musique qui dit il s'est rien passé, ça n'avance pas. Je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a eu des avancées technologiques, il y a eu un développement de cadres, de règlements, de lois. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas bien. On sait qu'il faut que ce soit fait de manière juste et perçu comme juste. Sinon, les gens qui ont des mobilités contraintes, si on augmente le prix des carburants, c'est une révolte. Donc ça, voilà, il y a ce retour d'expérience qui est là et qui permet aussi d'éclairer ce qui peut être fait par la suite. Alors après, sur la discussion entre les entreprises et les individus, moi, je peux dire mon sentiment personnel. Donc, quand j'ai supervisé le rapport du GIEC sur 1,5 degré en 2018, qui nous avait été demandé par tous les pays, on a travaillé pendant 2 ans et demi pour produire des connaissances là-dessus. Il a été approuvé par tous les pays, laborieusement. Et quand on l'a présenté dans le cadre des négociations internationales pour le climat, il y a à l'époque 4 pays qui se sont alliés pour l'éliminer des négociations. C'était l'Amérique de Trump, c'était l'Arabie Saoudite, le Koweït et la Russie. Bon, ils ont en commun de défendre les intérêts de producteurs d'énergie fossile. Donc moi, j'en suis sortie à titre personnel en me disant moi, je vais faire tout ce que je peux pour arrêter d'acheter ces produits. Je peux pas faire plus à mon échelle, mais c'est ce que je vais faire. C'est faisable en fait, en tout cas dans un certain nombre de choix structurants. Ça prend du temps. Et donc, est-ce que le blâme, on doit le mettre sur les entreprises, sur les États dont l'économie entière en dépend, ou par le lobbying, le fait de pouvoir être élu en dépend. Est-ce que on doit mettre le poids sur les individus si on n'a pas d'alternative à la voiture par des transports en commun, par des bornes de recharge pour pouvoir se brancher ou par des infrastructures de transport en commun et des voies sécurisées à vélo, c'est pas l'individu sur lequel il faut mettre l'accent.
Donc, personnellement, je pense que le cadre réglementaire, les États ont un rôle majeur à jouer. Derrière ça, les choix des particuliers, souvent, sont difficiles parce que la plupart des personnes n'ont pas conscience de ce qui pèse le plus sur leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Puis il y a aussi tout un marketing de greenwashing de nombreuses entreprises qui sèment le doute. Donc moi, ce que je suggère, c'est aux gens de faire un bilan carbone. Ça se fait par le site de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat. Ça permet de voir, en fait, chacun chez soi ce qui pèse le plus. Et ça permet éventuellement d'éclairer des choix qui auront un effet, en tout cas, sur l'empreinte carbone perso. Mais ça suffit largement pas. En fait, faut pas faire croire que la morale individuelle sera suffisante pour enclencher un changement profond. C'est pas suffisant. Il y a besoin de changements structurants qui construisent en fait les conditions d'une décarbonation de la société dans tous les secteurs d'activité. Après, évidemment, c'est pas des individus qui vont changer, mais on peut se dire que plus les individus seront éduqués, plus ils seront exigeants envers leurs représentants politiques sur leur politique climatique. Comment on fait pour sensibiliser aux enjeux le grand public? C'est aussi entraîner à exercer son devoir et son droit de citoyen en allant, par exemple, suivre ce qui se fait à l'échelle des villes, parler, suivre ce qui se fait, ce qui est voté au Parlement, et on peut interpeller ses propres députés ou sénateurs sur les choix qui sont faits et ce qui conduit à émettre ou à émettre moins de gaz à effet de serre. Ça, on peut exercer cette pression-là individuellement ou collectivement. Mais ça c'est quand on est déjà sensibilisé. Tout à fait. Après, l'autre chose, c'est créer des espaces pour engager une conversation. Ce qui est très frappant dans le monde, c'est que le mouvement, par exemple, des jeunes pour le climat, il a changé les termes de la conversation. Dans les familles, dans les entreprises, il a donné une voix à ceux qui vont vivre avec un climat qui change. Et donc, moi, je pense que c'est important de continuer à créer des conditions d'échange, de réflexion dans la vie démocratique. Ça a été aussi le cas de la Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, on aurait besoin d'exercices un peu similaires partout pour que les gens s'approprient ces éléments et réfléchissent ensemble à ce qu'ils veulent construire. Par exemple, dans ma ville, il y a eu des assises de la transition, donc c'est une petite convention citoyenne pour le climat. Sauf que, à part les gens qui étaient déjà, qui étaient déjà conquis ou acquis, il n'y a pas eu grand monde. Vous avez fait plusieurs interventions à la télé, vous avez écrit des ouvrages, etc. Du coup, je voudrais faire appel à votre expérience. Quel ton on peut prendre pour toucher n'importe qui dans la rue? Est-ce qu'il faut être factuel et froid? Est-ce qu'il faut ajouter de l'émotion? Et si oui, laquelle? Est-ce que c'est de la peur ou plutôt c'est de l'espoir avec des solutions? Vous avez parlé de solutions aussi tout à l'heure, c'est assez revigorant. Est-ce qu'il faut être drôle et satirique comme dans Don't Look Up? Est-ce que vous avez des petites pistes basées sur votre expérience? Alors, comment faire en sorte que ça rentre dans la culture populaire? C'est le truc clé. Oui. C'est-à-dire que ce soit pas un machin un peu réservé aux écolos, aux verts. Voilà. Donc, comment faire en sorte que ça rentre dans la culture populaire? Alors, le côté humour, ça marche vraiment bien. Moi, je suis nulle pour ça. Mais je pense que ça marche vraiment bien parce qu'en fait, quand on rit ensemble, ça crée aussi du lien. Voilà. Exactement. Et donc, par exemple, tous les comportements fossiles, rire de ces comportements fossiles, faire en sorte que ce soit perçu comme dépassé, on l'utilise pas assez, ça. Le fait de le rendre, c'est un petit peu ce que disait Aurélien Barraud, il faudrait que le week-end à Dubaï en avion, ça devienne ringard. C'est ça. Ou le SUV qui a une consommation délirante, ça devienne ringard. Dans ma propre famille, j'ai eu un moment, une fête de famille récente, l'occasion d'échanger avec une personne plus âgée, avec des revenus élevés, et qui se déplace avec un véhicule assez extraordinaire. Et du coup, on a juste quand même réussi à engager la conversation sur la consommation en carburant. Je savais même pas qu'on pouvait acheter un véhicule qui faisait 18 litres au 100 actuellement, mais c'est possible. Mmh. Et là, j'ai vu en fait dans les réactions des plus jeunes, des cousins, tout ça, de la famille, qui eux-mêmes se déplacent parfois avec des Zoé électriques ou avec des vélos ou en transport en commun, dans leur propre engagement, réaction, dans le regard de cette personne, l'impression d'être has-been. Et là, j'ai vu un moment de prise de conscience. Et c'est pas pour l'environnement, c'est pas quoi que ce soit. C'est aussi l'impression de plus être en phase avec la société, qui peut être un moteur d'action. Après, donc,
moi, à titre personnel, j'ai pas envie de jouer le côté people, et je sais pas comment dire, m'étaler sur mon ressenti, mes émotions, me mettre à pleurer en public ou tout ça. Parce qu'à la limite, je pense qu'il y a un risque qui est qu'on ne parle que de ça et pas du fond. Moi, j'essaie toujours de parler du fond. Et tout ce qui peut être choquant, en fait, détourne parfois du fond. Je pense par exemple à ceux qui bloquent les passages du Tour de France. En fait, on parle assez peu du fond. Ils veulent parler des passoires thermiques, de l'enjeu de les rénover massivement. C'est un enjeu important parce que ça touche la précarité énergétique, ça touche le droit au logement. Le Parlement là, a voté, mais de manière incroyable, 250 millions d'euros d'aide au remplissage des cuves de fioul, qui souvent sont dans ces passoires thermiques, sans condition de revenu. Moi, ça m'a assez sidéré. Donc voilà, ce qui est important, c'est de trouver une manière qu'on parle du fond et pas éventuellement de ce qui fait scandale, ou je sais pas comment le dire. Et derrière ça, la chose de fond pour moi, c'est comment on se connecte avec ce qui compte pour les gens. Et en réalité, beaucoup de gens se préoccupent, par exemple, des conditions de vie de leurs enfants. Beaucoup de gens ont un attachement à un endroit ou à un autre, à la nature, à des paysages auxquels ils tiennent, qu'ils ont envie de transmettre. Beaucoup de gens, en fait, se fichent un peu de ce qu'ils utilisent pour se déplacer et voudraient que la manière dont ils le font ait moins d'impact. Mais ils n'ont pas forcément les clés pour arriver à le mesurer. Et puis, beaucoup de gens, là, en fait, tous les gens qui ont les yeux ouverts voient bien le recul des glaciers, les fleuves à sec, les incendies. Et donc, arriver aussi à s'appuyer sur l'expérience vécue, lui donner sens, montrer en quoi c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre, comment ça va se poursuivre, mais qu'on peut aussi agir. Et donc, arriver à donner, à communiquer, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est à la fois la notion d'urgence. On peut pas continuer comme ça, en fait. On n'est pas prêt, on n'agit pas assez vite, ni pour l'adaptation, ni pour l'atténuation, ici comme ailleurs. Donc, il y a ce côté un peu d'urgence, qui est important à comprendre, avec les changements irréversibles à long terme, la sévérité des risques. Et puis, à côté de ça, il y a les leviers d'action. Si on ne donne que le sentiment d'urgence, les gens en fait se sentent impuissants, parfois sont dépassés par des émotions qu'ils n'arrivent pas à canaliser, le sentiment d'impuissance, l'anxiété, la colère, et du coup ils évacuent ça par le déni. Ça n'aide pas. Ou alors ils se réfugient dans le court terme, faire la fête, le temps présent, sans se projeter vers la suite. Et donc montrer aussi quels sont les leviers d'action à toutes les échelles. L'échelle des entreprises, l'échelle des administrations publiques, par secteur d'activité, l'échelle aussi des choix qu'on peut faire dans sa vie personnelle. Voilà, je pense que c'est important parce que ça montre aussi comment on peut agir. Et donc, c'est pas éteindre sa Wi-Fi qui règle le problème du changement climatique. Si, oui, c'est drôle. Bah oui, parce que les gens ne savent pas. Et donc, moi, ma boîte Wi-Fi, c'est 60 kWh par an. Mes déplacements en vélo électrique, c'est 20 kWh pour faire 4000 km par an. Un tiers de ma Wi-Fi. Mais par contre, ne serait-ce que sur l'électricité, remplacer un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau thermodynamique, en fait, c'est bien supérieur au fait d'éteindre sa Wi-Fi. Donc, avoir juste quelques ordres de grandeur, c'est pas que de la pédagogie, c'est être concret. Et donc, ce qui manque, je pense, pour beaucoup de gens, c'est des choses concrètes, prendre différents profils, différents types de façons de vivre, montrer ce qui pèse le plus, montrer les leviers d'action, les mettre en connexion avec des gens qui l'ont déjà fait. Combien ça coûte concrètement, trouver un artisan qui fait bien le boulot, c'est toutes les étapes concrètes. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on en retire ? Un meilleur confort, moins d'inquiétude sur ses factures. Si on se déplace à vélo, en fait moins de stress et une meilleure santé globalement. Et donc montrer aussi ce qu'on y gagne, c'est-à-dire vivre au mieux. Vivre au mieux parce qu'on agit, on n'est pas paralysé, on est acteur des choses. Parfois créer aussi des communautés de gens qui agissent. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Donc ça, c'est pour les individus. Mais les élus exemplaires, l'État exemplaire, tout ça, c'est important. Oui, alors, on va enchaîner sur les politiques. Vous avez eu, ces dernières années, l'occasion de parler avec beaucoup de politiques et à tous les échelons, que ce soit le président de la République, je pense, dans le cadre de votre contribution au Conseil pour le climat, ou le maire des villes qui les maires de l'Essonne. Les oui. maires de l'Essonne, voilà. Comment vous adaptez votre discours à ces différents échelons ? Est-ce que vous l'adaptez ? Et moi, j'ai une question que je suis obligé de poser, parce qu'on m'a demandé sur Twitter, parce que j'ai demandé quelle question vous posez à un climatologue, et on m'a dit comment vous faites pour garder votre calme. Alors, première chose, quand j'ai des réunions 1 à 1, pas publiques, avec certaines personnes qui demandent à me voir et qui ont des fonctions de responsabilité, entreprises, élus ou autres, parfois, dans le passé, je suis arrivée avec 10 questions, en fait.
C'est-à-dire pour essayer de cerner le niveau de connaissance de mon interlocuteur sur un certain nombre de points clés liés au climat. Donc j'ai eu quelques rares bonnes surprises et je me suis rendu compte en fait que la plupart des décideurs, même s'ils en parlent fréquemment, ont un niveau de compétence en fait très limité. Donc moi du coup ça m'a motivé à m'impliquer pour demander que ça fasse partie des formations initiales, des formations continues, former les élus, former les administrations publiques, c'est essentiel. Et en fait c'est tragique que 30 ans après les premiers trucs sur le climat se soient toujours pas faits. Donc maintenant il faut le faire. Après la deuxième chose c'est rôder ce qu'on veut présenter. Et moi, personnellement, je sais que si j'arrive à exprimer les choses bien et clairement, devant des adolescents, typiquement des lycéennes et des lycéens, et que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils retiennent ce que j'ai dit, qu'ils le comprennent, ça fonctionne avec tout le monde, en fait. Ça fonctionne avec des élus, etc. Simplement parce qu'en fait, quelqu'un qui est au lycée, qui est ouvert, curieux, tout de suite va me dire ce qui est pas clair. Donc c'est soit le désintérêt complet, soit les ricanements, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et donc, naturel. Oui, et dans un échange franc, pas hypocrite. Et du coup, ça permet aussi pour moi de travailler parce que j'ai plein de jargon scientifique, je baigne dans ça, ça me paraît évident, mais les mots que j'emploie, ils peuvent être complètement abstraits et ne pouvoir rien dire à d'autres personnes. Donc ce côté-là, il est important, c'est-à-dire s'entraîner, faire en sorte d'être clair, d'être compris, avec des gens qui sont un public difficile, hein, les lycéens, c'est pas facile, hein. Ça c'est un point important. Après, c'est essayer de se connecter avec ce qui compte pour l'auditoire auquel on s'adresse. Donc par exemple, moi j'habite dans l'Essonne, je sais bien ce que sont les enjeux des impacts d'un climat qui change pour l'Essonne. Je peux partir de ça, en fait, hein, c'est concret, puis après mettre ça dans une image plus large, par exemple. C'est vraiment ce côté-là, se connecter aux gens et essayer de sortir des approches qui sont clivantes. Alors c'est un truc frappant en France, mais il y a plein de leviers d'action pour le climat. Mais alors j'ai une fascination pour le fait qu'il y a des gens qui vont mordicus défendre une des solutions et s'opposer aux autres. Donc pour ou contre le nucléaire, pour ou contre l'éolien, pour ou contre le photovoltaïque, et puis les gens passent. Hein, enfin, et du coup, les gens sont complètement perdus. Et donc montrer comment ça peut s'articuler. Les coûts, les limites, les effets indésirables, les questions d'acceptabilité, les enjeux sur le déploiement pour les matériaux, pour les écosystèmes, pour la gestion du patrimoine. En fait, il faudra faire des compromis. Mais arriver en tout cas à montrer comment ça se situe, et puis quelques ordres de grandeur clés, je pense que ça c'est important. Est-ce que vous avez une analyse de la raison de ces clivages un petit peu improductifs entre les ENR et le nucléaire en France ? Est-ce que c'est pas les politiques qui essayent un petit peu d'haranguer les foules avec des choses pour faire peur ou des choses qui prennent les gens au sentiment ? J'ai pas complètement étudié ça d'un point de vue de travaux qui auraient porté dessus. C'est assez empirique en fait, ce que je décris. Mais par exemple, moi, c'est marrant parce que je travaille au CEA, donc c'est mon employeur, qui travaille sur l'énergie atomique et les autres énergies, dans la branche recherche fondamentale sur le climat, comme il y a de l'astrophysique. Et les personnes qui m'ont le plus agressée dans mon expression publique, notamment sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont des farouches défenseurs du nucléaire et rien d'autre, et qui me reprochent de ne pas, moi, dire que c'est la solution unique face au changement climatique. Pour moi, c'est assez frappant, alors que j'ai jamais dit rien de particulier, à part que c'est une source d'électricité bas carbone, qu'en France, on a fait le choix d'en avoir plein, et donc il faut continuer à en avoir, parce que si on en sort, à court terme, ce sera du gaz, et que ça pose la question de... Et après, je m'appuie sur les travaux type RTE 2050 ou autres, qui montrent qu'il y aura besoin de nucléaire de base, qu'il y aura besoin de renouvelables et de sobriété avec des curseurs qui varient selon les différentes choses. Après, donc, selon mes interlocuteurs, il y a ceux qui aiment la technologie. Donc là, en fait, ça va être des fanas de la croissance verte et toutes les solutions technologiques. Il y a ceux qui sont plutôt sur une vision d'une transformation radicale de la société, sortir de la société de consommation, donc avec le volet décroissance, et quand même pas trop les solutions technologiques. Et donc c'est une autre forme de clivage. Où en fait, pour agir, on a un peu besoin de tout. En fait, on a besoin de sortir de la surconsommation, d'être beaucoup plus sobre dans notre utilisation de l'énergie et de matériaux, de faire évoluer nos pratiques alimentaires, puis on a besoin de technologie pour pas mal de choses, quoi. C'est pas comme si on avait le luxe du choix, en fait. En fait, c'est compliqué parce que quand il y a des visions, on va dire, un peu idéologiques, ou propres aux valeurs et aux choses des uns et des autres, ça peut conduire aussi à des stratégies qui soient pas forcément les plus astucieuses. En termes de coûts, en termes d'emploi, en termes d'indépendance énergétique, etc. Vous parlez aux entreprises ? Ça m'arrive, j'étais invitée il n'y a pas très longtemps, par exemple, à visiter le technocentre Renault, qui est près d'ici. Et c'était pas une opération de com', c'était pour discuter vraiment avec les ingénieurs R&D qui font des analyses en cycle de vie, qui font leur propre trajectoire,
et qui essaie de construire des véhicules qui soient le plus décarbonés sur l'ensemble du cycle de vie possible, en basculant de véhicules thermiques à des véhicules électriques, notamment. Et donc j'ai trouvé ça assez passionnant. En tout cas, ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est qu'il y a vraiment moyen de décarboner de manière intelligente les transports, avec par exemple de l'aménagement de gros véhicules existants en ajoutant des moteurs et des batteries électriques, donc pour garder la structure. Il y a moyen de beaucoup plus réutiliser les matériaux. Il y a moyen en fait d'avoir des véhicules électriques qui réduisent fortement l'empreinte sur tout le cycle de vie, mais c'est mieux en fait s'ils roulent un peu moins vite, s'ils ont moins d'autonomie et s'ils sont plus légers. Et après, ça c'est la stratégie, on va dire, énergétique. Puis après, il y a la stratégie commerciale. Est-ce que l'entreprise va gagner plus d'argent en vendant des gros trucs thermiques ou ça ? Et puis après, il y a le cadre réglementaire. Si, par exemple, on met pas de limite au poids des batteries, en fait, on aura des voitures qui auront des centaines de kilomètres d'autonomie de batterie, mais qui s'en serviront 5% du temps. C'est un peu un gaspillage. C'est un gaspillage de matériaux, etc. Voilà, donc c'était intéressant à entendre. Oui, donc, là où je voulais en venir, c'est qu'on peut pas vraiment se passer d'un cadre légal quand on sait que c'est les plus grosses voitures où il y a les plus grosses marges pour les constructeurs automobiles. Donc là, je veux dire, à un moment donné, ils ont quelques indicateurs. Là, ça va dépendre du prix du gaz aussi, je crois. La plus grosse marge sur les plus gros véhicules, ça va dépendre aussi du prix de l'énergie. Donc là, en fait, le prix de tous les matériaux, le prix des processeurs et le prix de l'énergie explose en Europe. Le gaz, le pétrole. Voilà, aussi, et donc je ne sais pas en fait quels seront les véhicules qui seront les plus rentables à produire dans ce contexte-là. Oui, on aurait aimé quand même que la réflexion soit faite avant que les prix explosent. On ne sait pas combien de temps les prix vont exploser, on ne sait pas s'il va la courbe et c'est pas redescendre. Les constructeurs français qui ont été les pires, c'est notamment les constructeurs allemands qui en moyenne ont des véhicules plus lourds, qui ont beaucoup pesé sur le cadre, les accords européens, en faveur de véhicules très lourds. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Ça fait 25 ans que vous étudiez le climat, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, 25 ans que vous avez rejoint en tout cas le laboratoire. 1993. 1993, on a fait plus. Moi, j'avais lu 97, mais voilà, on lit des bêtises sur Wikipédia des fois. Ça vous fait quoi de voir les projections se transformer en réalité devant vos yeux ? En fait, j'ai parfois l'impression atroce de vivre une sorte de tragédie grecque que je déteste, au sens où, en fait, on voit... vous savez, la tragédie grecque, il y a une espèce d'histoire écrite, et puis chaque personnage joue son truc, le cœur tragique, tout ça. Et on sait ce qui va se produire, et puis on le voit se dérouler. Et en fait, il y a un peu ça, c'est-à-dire... pour moi, le fait que le niveau de la mer monte, qu'on ait des glaciers qui reculent, qu'il y ait des événements extrêmes plus intenses, c'est pas une surprise. C'est vraiment les choses qui étaient attendues depuis les années 90. Le degré de confiance était moins fort qu'aujourd'hui, mais c'est pas une surprise. C'est une surprise pour beaucoup de gens quand ils le voient se produire chez eux, et puis quand ils voient la dévastation que ça peut produire. Voilà. Pourquoi je dis que je déteste le côté tragédie grecque ? Parce qu'en fait, on a des leviers d'action pour anticiper, on a des connaissances. L'enjeu, c'est qu'il y ait une appropriation de ces connaissances partout, de sorte à pouvoir agir et pas être je sais pas comment dire, ballotté sur cette espèce de fleuve, mais qu'on rame et qu'on choisisse là où on veut aller. Ça, c'est le côté un peu sombre. Après, l'autre côté, les premiers rapports du GIEC, personne ne les lisait. Les derniers rapports du GIEC, en fait, il y a un intérêt croissant, il y a un intérêt d'étudiants, c'est incroyable en fait, qui font l'effort, qui lisent les choses, qui le traduisent, qui le partagent, qui l'affichent dans le métro. Il y a une attention croissante dans le monde des entreprises. On a fait par exemple, nous, un résumé de notre rapport le plus abstrait, entre guillemets, sur la physique du climat avec l'Association internationale des actuaires. Les actuaires, c'est les gestionnaires de risques. C'est ceux qui font les analyses de risques physiques, financiers pour des projets. Ça, c'est quelque chose qui est critique, que ça arrive aussi à ce niveau-là. Ils vont jouer un rôle clé dans la mise en place d'infrastructures qui peuvent augmenter la vulnérabilité ou l'exposition, au contraire, qui soient plus résilientes. Donc le fait que ce type d'acteurs clés de la prise de décision s'approprient réellement, digèrent et transcrivent les rapports du GIEC, c'est quelque chose qui est nouveau. Je croise des gens un peu partout qui, par hasard, qui me disent qu'ils ont lu les rapports, qu'ils ont navigué dans l'information, qui se posent des questions sur la manière d'agir à plein d'endroits. Quelqu'un qui bosse en RH dans une entreprise, quelqu'un qui est dans une administration publique. Je vois monter en puissance des formations, le fait que ce soit intégré, par exemple, à l'université Paris-Saclay en 2e année de licence dans un cursus commun, c'est nouveau. Voilà. Je vois un autre exemple, l'université de La Rochelle qui refonde complètement sa stratégie de recherche
et qui veut construire vraiment un projet autour de qu'est-ce que c'est la gestion du littoral dans un climat qui se réchauffe, l'aménagement, la gestion, le lien avec les écosystèmes et tout le reste. Voilà, donc on voit en fait plein d'acteurs partout, et c'est l'exemple en France, mais c'est pareil partout dans le monde, qui prennent les choses à bras-le-corps. Mais ce mouvement-là, il est invisible. On le montre pas dans le traitement des questions climat dans les médias. Il y a toujours un angle un peu alarmiste ou alors l'accent sur tel ou tel levier d'action, puis les limites et les controverses. Mais en fait, on voit pas cette espèce de mouvement invisible où il y a une prise de conscience qui monte en puissance. Il faut un point de bascule. Alors je sais que certaines entreprises qui font des enquêtes d'opinion, il faudrait revoir avec la guerre en Ukraine et ses implications sur les priorités des gens, mais leurs enquêtes d'opinion, elles étaient très nettes sur les critères pour beaucoup de consommateurs. Après, il y a aussi les entreprises qui n'arrivent pas à recruter si elles sont pas sérieuses sur les questions climat. Beaucoup de talents de gens à tous les niveaux, formation technique, formation générale et autres. Ils n'ont pas du tout envie d'aller travailler à un endroit qui fait partie des problèmes sans contribuer aux solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est profond, qui n'est pas encore assez visible comme quelque chose qui est un mouvement de fond qui va pousser à agir. Et du coup, comment on reste zen face aux politiques ? En fait, l'idée, c'est pour moi que je surréagisse pas et que je prenne pas les choses à titre personnel, mais toujours en mettant en avant les éléments factuels. Ça demande en fait tout un travail de contrôle, je sais pas comment appeler ça. Et ce qui me sert le plus finalement, c'est ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune, je faisais du judo. Et c'est très utile parce qu'en fait, si on perd son calme, si on perd son sang-froid, on perd sa vigilance, on perd au judo. Et donc il y a ce côté de rester, d'être à la fois acteur et puis un tout petit peu en retrait pour rester concentré sur ce qu'on veut vraiment dire, ce qu'on veut vraiment faire. Donc laisser glisser les choses qui sont pas importantes et toujours en fait arriver à ramener le fond dans les échanges, en tout cas de mon point de vue. Puis après faire du vélo 1 heure par jour, ça aide aussi à rester zen. Ah oui, et ne jamais réagir dans l'instant. Par exemple sur les réseaux sociaux, il y a toujours des trucs personnels et tout ça qui suscitent une envie de réagir. Moi, j'essaie toujours de garder ça à distance, de bien réfléchir à ce que j'ai envie de dire, faire un petit pas de côté. Et puis ensuite de construire une réponse argumentée. Et vous répondez encore, par exemple, aux climato-sceptiques sur les réseaux ? Ça m'arrive, oui. En fait, ça m'arrive parce que quand une personne réagit, par exemple, récemment j'ai fait une interview un soir de quelques minutes sur BFM à propos des glaciers qui reculent dans les Alpes, et j'ai rappelé par exemple que 1 kg de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, c'est 15 kg de glaciers fondus à la fin, ne serait-ce que cet élément-là. Et instantanément, j'ai été interpellée par des gens, en gros, qui niaient le réchauffement, l'influence humaine. Et ce que je me dis toujours, c'est s'il y a une personne qui m'écrit suite à ça, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent la même chose ou qui se repassent les fausses infos qui circulent en boucle. Et à ce moment-là, c'est toujours intéressant, à un moment donné, de rappeler les éléments factuels de connaissance. Donc il y a la mauvaise foi, et puis après, il y a les gens qui doutent de bonne foi. Et moi, j'ai tendance à toujours faire confiance à l'intelligence des gens. Même peut-être que les gens sur les plateaux aussi sont de bonne foi et sont eux-mêmes fait manipuler. C'est ça. Et après, l'autre chose, c'est qu'on est dans le dur, en fait. On est dans le dur, on est dans des moments où il va y avoir des transformations profondes à mener. Et plus on rentre dans ces transformations profondes, plus ça suscite des contre-réactions, plus ça suscite des blocages, des tensions dans la société. Et donc, faut être prêt à ça. C'est-à-dire porter les connaissances sur l'évolution du climat. C'est aussi comprendre que ça va susciter beaucoup de réactions, de contre-réactions, de décarboner profondément la société. Ça va susciter aussi même l'adaptation à un climat qui change, notamment sur le littoral. C'est dur en fait. Les deux seules choses qui évitent le risque, c'est de plus construire sur le littoral ou le repli planifié. Tout le reste est compliqué. Et donc, tout ça, en fait, c'est des objets de débat démocratique qui vont être de plus en plus vifs à mesure qu'on rentre dans le dur de l'action. Et c'est important de s'y préparer. Moi, j'avais dit parfois à certains collègues, c'est comme une guerre, en fait. Une guerre entre ceux qui ont tout intérêt à ce que rien ne change, à ceux qui ont une aversion au changement, et puis une partie croissante de la société qui aspire à ce qu'on ait un signal clair, une trajectoire vers laquelle on aille avec de la visibilité, et qui a envie d'être acteur de ce changement-là. Ce qui est ironique ou paradoxal, c'est qu'à mesure que les conséquences du réchauffement climatique vont se faire sentir de plus en plus, à mesure où la courbe de décarbonation de la stratégie nationale bas carbone descend de manière pentue,
on va avoir un clivage dans la société de plus en plus prégnant et on risque d'entendre de plus en plus ma liberté, ça c'est des Khmers verts, alors que le réchauffement climatique est de plus en plus prégnant, on risque d'avoir de plus en plus de climato-scepticisme. Oui, c'est ce que j'ai observé. Et d'ailleurs, avec des gens qui étaient très tendus, très agressifs, parce qu'en fait, finalement, la réalité de ces extrêmes chauds, les 40 degrés dépassés fréquemment, la situation de sécheresse, le recul des glaciers, c'est visible. Et donc, pour certains qui se sont construits une bulle de déni, pour ne pas se remettre en cause. Parfois parce que ils ont opéré tout au long de leur vie des choix, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, qui étaient inscrits à un moment donné de l'histoire collective, qui poussaient à certaines formes de développement. Et c'est très compliqué d'en faire un bilan en se disant c'était peut-être à l'époque une erreur, on le savait pas. Donc pour évacuer aussi leur sentiment parfois de culpabilité, ils tiennent tout ça à distance. Et je pense que les extrêmes actuels, en fait, ça heurte cette espèce de carapace qui a été construite et ça les amène à être plus agressifs. Il y a effectivement, ce qui est perçu comme un privilège évident, de pouvoir consommer des énergies fossiles sans limite, rentrer dans cette vision du monde, les contraintes liées à un climat qui se réchauffe et à l'action pour limiter la casse pour les plus jeunes et pour les décennies à venir, c'est rentrer en fait des limites dans une vision du monde où ils avaient l'impression de ne pas en avoir. Donc ça heurte des visions du monde, des valeurs, et ce sont les obstacles les plus invisibles et les plus profonds à l'action pour le climat. Et donc parfois simplement arriver à mettre des mots sur ça, arriver à parler sans culpabilisation, simplement en ancrant les choses dans un contexte. Voilà, oui, on a fait comme ça depuis les années 70 ou les années 80, mais maintenant on va faire autrement et comment chacun peut agir, essayer de retrouver des points communs. Pour moi, c'est important parce que les enjeux qui sont devant nous, pas seulement pour le climat, mais plus largement, c'est vraiment des enjeux de cohésion de société. C'est pour ça que je reste calme. Parce qu'en fait, si on rajoute de l'huile sur le feu, si on surréagit, si on réagit de manière agressive, ça ne fait qu'amplifier les clivages. Si au contraire on reste calme, on explique, on rappelle des éléments factuels, je pense qu'on entraîne davantage de personnes de cette manière-là. Enfin, dernière question, il y a des métiers qui sont différents des autres. Par exemple, pompier. On est au service de la société, on est appelé quand il y a des problèmes, on n'est pas toujours bien assis sur place, on n'est pas toujours bien valorisé pour son travail, on met sa vie en danger, que ce soit parmi les gaz qu'on respire, etc. Est-ce que vous avez pu ressentir ce genre de choses en tant que climatologue ? C'est aussi un métier un petit peu à part. On vous invite dans des plateaux, on vous met des climato-sceptiques en face, on vous invite, on fait une photo avec vous et puis après il n'y a rien qui change derrière. Vous faites des recherches qui sont foncièrement anxiogènes, ou en tout cas qui peuvent l'être. Vous dites même vous-même que la climatologie est la seule discipline dans laquelle les chercheurs espèrent se tromper. J'ai lu que vous vouliez être égyptologue. Est-ce que des fois vous vous dites pas dans votre tête j'aurais dû étudier l'Égypte et j'aurais pas dû faire climatologue ? Non, je me le dis jamais. Je me le dis jamais parce qu'en fait, dans mon parcours professionnel, j'ai participé à apporter des connaissances sur des choses qu'on connaissait mal. J'ai évolué dans mon parcours tout au long des projets, des collaborations avec d'autres communautés scientifiques. Là, en ce moment, finalement, ce qui me frappe, c'est toute cette question du rapport entre la société et les éléments de connaissance scientifiques aussi, ce qui est assez fascinant. Et ce qui est frappant pour moi, c'est que oui, parfois on a l'impression que comme climatologue, on doit porter la charge mentale du partage des connaissances, de l'action pour le climat, mais aussi on est instrumentalisé à droite et à gauche, comme vous le disiez, d'une manière ou d'une autre, soit pour l'action, soit pour l'inaction. Pour moi, en fait, à chaque fois, c'est des questions éthiques profondes sur la manière dont je m'exprime, sur le rôle que je peux avoir pour partager les connaissances. J'essaie toujours de garder cette grille-là, en fait, un peu de éthique de relations sciences-société, pour réfléchir à la manière dont moi je m'exprime. Et puis il y a aussi cette différence, par exemple, entre ce qu'on attend des climatologues et ce qu'on attend de médecins, de virologues, d'épidémiologistes dans un contexte de pandémie. En permanence, on me pose la question des émotions. On l'a pas posé aux gens qui étaient là pour développer des méthodes permettant de faire des tests, comprendre comment se transmet un virus nouveau, gérer à la fois l'urgence, mais aussi distiller les connaissances pour éclairer des choix politiques. Et donc, je me demande en fait pourquoi il y a cette différence. Il y a aussi une attente forte de cohérence des climatologues, c'est-à-dire on devrait être aux avant-postes d'une empreinte carbone réduite. Et dans ma communauté, il y a
tous les spectres. Il y a des gens qui sont hyper engagés, tout à fait en cohérence, plutôt parmi les plus jeunes. Il y a des gens qui qui gèrent comme ils peuvent leur place dans la société. Et puis il y a les gens qui sont dans une dissonance complète, qui ont une empreinte carbone à laquelle ils sont totalement indifférents, tout en produisant des connaissances sur le climat. Et là, en fait, ce qui fait du bien pour moi, c'est quand je vois, au-delà de l'approche individuelle, une structuration collective qui se met en place, donc des réflexions dans mon institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, sur l'éthique et les sciences du climat, ou bien une initiative qui s'appelle Labo 1.5, qui est super bien, portée au départ par des jeunes scientifiques, qui dit « Mais non, nous, on est aussi des acteurs d'émissions de gaz à effet de serre par notre recherche, on a un rôle à jouer. » Bon, puis en plus, comme le ministère de la Recherche, tout ça faisait pas grand-chose, prenons cette place, développons des outils en accès libre pour faire notre empreinte carbone, délibérons dans nos laboratoires comment on peut faire collectivement pour la baisser. Et donc, soyons aussi quelque part dans l'expérimentation, dans la conduite de l'action pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais en lien avec notre propre parcours professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet d'être davantage cohérent entre le constat, entre les enjeux de transformation et puis ce qu'on peut porter aussi nous-mêmes comme transformation de nos pratiques et de nos métiers. C'est important d'être cohérent pour un climatologue ? Pour moi, oui, en fait. Pour moi, c'est important, ne serait-ce que pour me regarder en face et pour me dire... c'est deux termes que j'utilise toujours, mais agir de manière lucide sur notre responsabilité, mais aussi nos leviers d'action et leurs limites, et puis agir de manière responsable. Pour moi, c'est critique. Merci Valérie Masson-Delmotte. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je compte beaucoup sur le bouche à oreille pour faire grandir ce podcast amateur et indépendant. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.